Mesdames, Messieurs, chers jurys, parties adverses, bonsoir et merci d'être là. C'est un honneur de pouvoir m'exprimer devant vous dans cette superbe salle que je n'ai malheureusement pas la chance de voir. Si la pièce qui nous réunit ce soir se passe dans l'Antiquité et si l'accusé est un personnage fictif, il ne s'agit pas ce soir de parler de temps reculé et de sujets d'antan. En effet, ce procès a un rattachement avec l'actualité et pose un certain nombre de questions. Je peux déjà d'emblée vous dire et vous assurer que même si nous nous trouvons fictivement devant la Cour suprême de Troyes et que l'accusé n'est pas troyen, je n'aurai pas besoin pour vous convaincre de plaider le renvoi automatique des étrangers criminels. Mesdames et messieurs, on peut voir ce procès comme le procès du bon usage du droit et de la rhétorique. Mon premier argument est le suivant. Busiris est un imposteur. Mon deuxième argument consistera à dire que l'exercice qu'il fait du droit et de la rhétorique est un exercice irresponsable et qu'il ne se soucie guèrement de la justice et de l'équité. Mesdames et messieurs, s'il fallait seulement se fier à ce qui est expressément dit dans cette pièce, et si on pouvait douter de la neutralité de Busiris, et si on ne pouvait douter de la neutralité de Busiris, il n'y aurait pas de procès. Derrière ce qui est dit se cache le non-dit, et c'est le propre de l'intelligence de lire entre les lignes et de relier les faits entre eux. Si dans la pièce il est affirmé que Busiris est neutre et un expert en droit, je vous montrerai que tout nous indique le contraire. Alors qu'Hector, en gardien de la paix, s'apprête à refermer les portes du temple et à préparer la paix, voilà que le belliqueux Démocos, dont l'entreprise guerrière est mise à mal, sort soudainement un expert de sa manche, Busiris, juriste étranger de passage à Troie, venant de Syracuse, qui était à cette époque une cité grecque, prétendument neutre et expert en droit des peuples. Il est donc missionné par Démocos. Voilà peut-être pour ce dernier la dernière chance de faire pencher de son côté la balance. Busiris est chargé de rendre un avis de droit sur la situation sans recevoir a priori, et c'est très important, aucune instruction tendancieuse. Il y a lieu de constater que les arguments de Busiris, tout d'abord, sont creux, et puis ils favorisent les Grecs systématiquement et précipitent Troie à une fin certaine. En effet, les Grecs se seraient rendus coupables de 3 manquements aux règles internationales, raison pour laquelle les Troyens devraient leur déclarer la guerre, au risque, s'ils ne le faisaient pas, de perdre leur qualité d'offensés aux yeux de la communauté internationale. Premier manquement, les Grecs en mer auraient hissé leur pavillon au mauvais endroit du navire. C'est terrible. Deuxième manquement, la flotte grecque aurait adopté, en mer toujours, une formation dite de face, qui serait en fait une forme larvée d'une autre formation, elle-même une forme larvée du blocus, constituant lui-même un manquement. Troisième manquement, un navire aurait accosté sans permission à Troie, et le chef menacerait de tuer Paris, le prince des lieux. Mais selon Busiris, ce dernier manquement est négligeable et moins grave que les autres. Alors que l'on m'explique, si ce troisième manquement n'en est pas vraiment un, que dire alors des 2 premiers ? Pas de violation des eaux territoriales, pas de navire abattu des suites d'un malentendu, pas d'incident diplomatique, rien. Qu'on se le dise, s'il n'est pas en soi intéressé, l'argumentaire de Busiris n'est pas sérieux. Et puis, on apprend que dans le passé, une ville a déjà déclaré la guerre aux Grecs en s'appuyant sur le premier des arguments de Busiris. Résultat des courses, victoire grecque, ville anéantie.
On apprend encore que dans le passé, une autre ville a déclaré la guerre aux Grecs en s'appuyant cette fois sur le deuxième argument avancé par notre expert juridique. Résultat des courses, victoire grecque, ville anéantie. Mon deuxième argument est le suivant. Busiris exerce le droit et use de la rhétorique de manière irresponsable, sans se soucier de l'équité ou de la justice. Nous l'avons vu, Busiris retourne son argumentaire au moment précis où Hector, dans une ultime tentative pour sauver son peuple, menace de l'emprisonner. De plus, en toute conscience, Busiris se garde d'avancer déjà les arguments en faveur de la paix. Ces arguments qui, si on lit la pièce ou si on les observe, et ils ont été d'ailleurs résumés par le premier procureur, sont de force au moins équivalentes aux arguments, c'est-à-dire tout aussi débiles, que les arguments pro-guerre. Une question se pose alors. Ici, ce n'est pas le retournement de l'argumentaire de Busiris en soi qui pose problème, mais c'est le moment auquel le revirement de position de ce juriste intervient. Et je pose cette question. Même si Busiris est convaincu de donner sa propre vérité, chose qu'il ratifie à plusieurs reprises, a-t-il raison d'agir comme il le fait ? Poser cette question, c'est poser aussi celle du rapport entre la rhétorique et le réel, et celui du rapport entre le droit et le juste. Je me range du côté de cette célèbre phrase prononcée par un père spirituel que vous connaissez peut-être, l'oncle Ben Parker, « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». La rhétorique, c'est l'art de convaincre par le discours. Et Socrate nous dit la chose suivante. Puisque la puissance du discours permet d'influencer les âmes, l'orateur se doit de connaître les hommes. Et Gorgias d'ajouter que la rhétorique est une arme et qu'elle doit être utilisée d'une façon légitime. Entendons ici d'une manière juste. Et pour se défendre, pas pour attaquer. Et s'il arrive qu'un orateur se serve à tort de ce pouvoir, on dit aussi qu'il doit être blâmé publiquement et banni. Nous n'en demandons pas moins. L'avocat met la rhétorique au service du droit pour convaincre. Alors certes, l'avocat est souvent amené à défendre des positions complètement différentes. Certes, la vérité peut être plurielle et souvent elle est fonction de différents points de vue. Mais il n'empêche que la question d'Hector est légitime. Si le droit n'est pas l'armurier des innocents, à quoi sert-il, mesdames et messieurs ? Il s'agit là pour nous de choisir. Ce procès, c'est un choix. Voulons-nous d'un droit qui fait du juste uniquement ce qui est tenu pour légal, ce qui est coutume, pour parler du droit des peuples, qui est fondé essentiellement sur la coutume et les usages ? Voulons-nous d'une rhétorique pour l'art, indifférente à ses implications dans le réel ? Pouvons-nous plaider, en d'autres termes, tout et n'importe quoi ? Non, nous voulons d'un droit qui tend à faire du juste ce qui est bon et d'une rhétorique responsable qui tient compte de son pouvoir sur les hommes. Or, ce que fait Busiris, vous l'avez compris, en tant que juriste prétendument neutre, sachant que le Sénat de Troyes se rangera de son côté sur une question politique primordiale, sachant qu'il mène, par son argumentaire, Troyes à la perdition, sachant que, devant le doute d'Hector, il se ratifie à plusieurs reprises et se garde de divulguer d'autres arguments pro-paix, sachant qu'il en va de la vie de deux peuples, de la vie de jeunes hommes, des vieillards aussi, des femmes et des enfants. Eh bien, je peux l'affirmer, notre expert juridique n'exerce pas le droit et n'use pas non plus de la rhétorique pour faire ce qui est juste. C'est un irresponsable et un criminel. Mesdames et messieurs, après la présentation de ces arguments accablants pour l'accusé, il ne me reste plus qu'à prendre quelques précautions avant de conclure. Si la défense devait brandir l'argument du destin pour expliquer que l'accusé n'y est pour rien, qu'il ne serait qu'un pion au final dans une machine infernale et qu'après tout, tout indiquait que la guerre de Troie aurait lieu,
Ne vous laissez pas méprendre. Le fatalisme aboutit à la négation de la liberté et détruit la responsabilité. Si l'entreprise de paix du brave Hector est vouée à l'échec, c'est notamment parce que les mots ont déjà façonné les esprits pour la guerre. Ne voyez aucune fatalité là-dedans, mais seulement une immense difficulté pour lui à surmonter. Je conclurai en 30 secondes. Mesdames et messieurs, je vous ai dressé le portrait de Busiris, un personnage prétendument neutre et expert en droit, sorti de la Manche de Démocos au moment où Hector préparait la paix. Un personnage venant d'une cité grecque et qui plaide pour l'entrée en guerre des Troyens contre les Grecs, dont on sait que l'issue serait fatale pour Troie et pour ses habitants. Un personnage partial qui se garde en toute conscience de divulguer ses autres arguments pour la paix. Un personnage qui retourne sa veste au dernier moment. Un rat qui quitte le navire. Condamner Busiris aujourd'hui, ce n'est pas seulement condamner un individu indigne d'exercer le droit et d'user de la puissante rhétorique. Condamner Busiris aujourd'hui, c'est condamner les hommes de pouvoir irresponsables qui infestent ce monde, encore aujourd'hui, de leurs discours et qui trompent les hommes. Condamner Busiris aujourd'hui, c'est condamner ceux qui instrumentalisent le droit à des fins belliqueuses. Condamner Busiris aujourd'hui, c'est faire le choix d'un droit en armurier pour les innocents. Condamner Busiris aujourd'hui, enfin, c'est rendre la justice. Et c'est ce que je vous demande de faire, chers membres du jury. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, membres du jury, mes chers confrères, bonsoir. Je me présente devant vous aujourd'hui pour défendre un homme accusé de tous les torts. Un personnage que l'accusation rend coupable de haute trahison et que l'on qualifie tantôt d'irresponsable, tantôt d'imposteur. Cependant, je dois vous dire que cet homme dont il est question dans cette affaire n'est pas celui qu'il faut blâmer. En effet, l'accusation a commis une faute parce qu'elle a fait preuve de négligence en masquant certains aspects des faits et en niant les qualités qui ont fait de cet homme le plus grand expert vivant du droit des peuples. Mon rôle aujourd'hui est de restaurer ce tableau que l'accusation dresse devant nous en redonnant à ce portrait peu flatteur et dont la noirceur est semblable à celle du fusain, l'éclat et la profondeur de cette toile, ainsi que les touches de couleur qui ont été estompées. Je me place tout d'abord en face de ce tableau pour mieux voir ce personnage et découvrir ses traits qui le caractérisent. Cet homme, dont je vous parle, se prénomme Busiris. Busiris est un juriste et est considéré, comme je vous l'ai dit, comme un spécialiste en droit des peuples. Si Busiris est devenu maître dans son domaine, ce n'est pas dû au hasard, mais bien parce qu'il a développé certaines aptitudes. Dans notre affaire, il faut donc admirer Busiris pour ses qualités comme on admire le magicien qui transforme l'as en valet ou les colombes en fumée. Car dans notre cas, Busiris renverse son raisonnement juridique en un claquement de doigts. Mais c'est en réalité par un périlleux exercice intellectuel qu'il réussit cette prouesse. Comme le sportif, gladiateur ou lutteur, selon vos préférences, mesdames, Busiris a su s'adapter au terrain en un rien de temps, ce que sa souplesse d'esprit a permis d'effectuer. Ces qualités dignes d'un athlète sont donc à saluer plutôt qu'à repousser. Ajoutons qu'Héraclite a dit un jour « Il est impossible de traverser 2 fois la même rivière, puisque l'eau est toujours en mouvement. » Cette phrase du philosophe permet d'illustrer le fait qu'il est nécessaire dans certaines situations de faire preuve de capacité d'adaptation. Dans le domaine juridique, la capacité d'adaptation fait le bon juriste. En effet, nous le savons, nos lois ne sont pas immuables et, en tant que miroir de la société, celles-ci s'ajustent en fonction de l'évolution des mœurs ou de l'économie, par exemple. Rien qu'aux dernières votations cantonales genevoises et fédérales, 12 modifications de nos lois étaient à envisager. Les lois sont donc en perpétuel changement. Et l'homme de loi doit savoir et a intérêt à prendre le train en marche, au risque d'être décalé vis-à-vis de la société. De même,
Dans sa vie de tous les jours, le juriste ou l'avocat doit savoir s'adapter à ses interlocuteurs dont les demandes ont chacune leur particularité. Le contrat de mandat, qui le lie à son client, exige de l'avocat que celui-ci respecte les instructions de ses différents mandants et qu'il les exécute de manière fidèle. En plus de cela, il a pour tâche de trouver les solutions les plus commodes pour chaque cas afin de satisfaire au mieux ses clients. Ainsi, le génie du juriste réside dans le fait d'être ouvert au changement. Il ne faut donc pas blâmer notre juriste pour cela. J'aborde à présent notre tableau sous un autre angle pour dégager cette couche de noir qui recouvre cette phrase de Napoléon « L'imagination gouverne le monde ». Effectivement, ce qui n'existait pas sur Terre au commencement, comme ces bancs sur lesquels vous êtes assis, ce pupitre devant moi, la série Game of Thrones pour les amateurs, n'ont pas poussé dans la nature. Ils ont été inventés et imaginés. Pour parler du droit, en Grèce, nous devons les premières traces du droit au poète Homère. Les poètes ont été les premiers à se réfléchir au droit. Bien que le poète soit également maître dans l'art du maniement des mots et des langages, c'est dans ces moments où leur esprit vagabonde qu'ils imaginent les métaphores et autres figures de style qui transformeront le laid en beau ou le banal en extraordinaire. Ceci pour vous dire que le droit lui-même a été imaginé et créé par les poètes dont l'imagination est immense. Faut-il donc blâmer Busiris de poursuivre ce travail d'imagination alors que l'imagination est créatrice du droit? On voit souvent l'imagination d'un mauvais œil. Cependant, il faut la voir comme une force de l'esprit. Sans l'imagination, Ulysse n'aurait pas eu l'idée du cheval pour pénétrer Troie. Et pour citer des exemples plus récents, plus modernes, sans l'imagination, la théorie d'Einstein sur les ondes gravitationnelles n'aurait été découverte que plus tard. De même, avec Léonardo de Vinci, nous n'aurions peut-être jamais connu les montgolfières sans son imagination créative. Pour citer Baudelaire, l'imagination est plus qu'une force, car elle est la reine des facultés, elle est la reine du vrai. Malgré les apparences, l'imagination n'est pas déconnectée du réel, bien au contraire. Elle s'en nourrit et s'en sert pour évoluer. De plus, l'imagination n'est pas que fantaisie, comme on pourrait le penser, car l'homme qui se laisse aller à son imagination est limité par sa raison. Pour vous donner un exemple, on ne peut pas inventer un sixième sens parce qu'on ne peut pas aller au-delà de ce que l'on connaît. Ainsi, Busiris, que l'on accuse d'avoir été contre la vérité à travers ses interprétations, n'a pu donner qu'un avis raisonnable et logique. N'oublions pas, pour terminer cette deuxième partie, que telle que la conscience, l'imagination est la seule faculté dont l'être humain est doté. C'est donc une capacité précieuse qu'il faut savoir estimer. Car en condamnant Busiris, c'est l'imagination que l'on condamne. Ensuite, pour comprendre ce tableau que je dresse devant vous, il faut également en dégager l'histoire qui l'entoure. Alors, situons un instant le contexte et mettons-nous dans la peau de Busiris. Face à nous, un homme qui, grâce au statut que lui confère son titre de prince de Troie, peut d'un simple geste ou d'une simple parole décider de la tournure que prendra notre destin. Cet homme est peut-être vêtu d'une toge au drapé élégant, orné des plus fines dorures, faisant écho à sa richesse et à sa puissance. Peut-être porte-t-il un plastron, cachant probablement les dégâts de son penchant pour les festins, mais symbole de sa force et courage au combat. Quoi qu'il en soit, nous avons devant nous l'incarnation du pouvoir et de la grandeur. Le problème, la difficulté en l'espèce, se pose après que nous ayons donné notre premier avis à Hector. Car celui-ci, en évoquant la prison, profère une menace contre notre liberté. Nous sommes donc tiraillés entre deux comportements qui risquent l'un comme l'autre de bouleverser notre vie
et nous devons réfléchir à toute vitesse pour savoir quelle attitude choisir. La première attitude que nous pourrions adopter consiste à aller dans le sens d'Hector en démontrant qu'il n'y a en réalité pas eu de manquement aux règles juridiques internationales. Nous évitons alors la prison et notre liberté de mouvement est garantie. Par ailleurs, nous préservons Troie de la violence, de la destruction et des pertes humaines. En d'autres mots, nous protégeons Troie de la guerre. A contrario, Troie reste libre elle aussi. Une deuxième attitude que nous pourrions adopter serait de maintenir notre avis, mais nous irions dans ce cas en prison. Dans ce cas, notre précieuse liberté de mouvement serait entravée par des barreaux pour on ne sait combien de temps. En choisissant cette voie, que l'accusation semblerait vouloir que nous prenions, nous allons contre le souhait du prince. Je vous pose donc la question. Auriez-vous, personnellement, osé tenir tête à cet homme influent qui tient entre ses nobles mains votre liberté ? C'est avec confiance que je vous affirme que seule une infime fraction d'entre nous, dont l'accusation, aurait en réalité osé affronter Hector et soutenu un raisonnement en désaccord avec la volonté du prince. L'accusation aurait donc tort de nous blâmer pour cela. Je vous le dis, Busiris n'a été qu'un instrument du gouvernement. Busiris a été contraint par un individu jouant avec lui comme on joue avec une vulgaire marionnette. Une marionnette qui était alors prisonnière de ses fils qu'elle ne pouvait sectionner au risque de chuter en prison. Voilà, mesdames et messieurs, membres du jury et chers confrères, vous pouvez à présent contempler ce tableau que j'ai dressé devant vous et qui a été restauré par mes soins. Il vous appartient maintenant d'apprécier ce portrait et d'en estimer sa vraie valeur. La défense a comparé Busiris à un athlète. Il serait certainement doué pour le rameur. Et vous aussi, d'ailleurs, chère défense, vous pouvez le rejoindre, car vous ramez vraiment beaucoup ce soir. On dit de Busiris que c'est un expert juridique et qu'il a des aptitudes. La défense nous demande de la croire sur parole. Pas de preuves, personne ne connaît ce personnage, il n'existe même pas ni avant ni après la pièce. À mon avis, c'est un malvenu qui a dû voir une porte entrouverte avec de la lumière. Il s'est dit, tiens, je vais aller faire un saut, voir ce qui se passe. Et Démocos a dû le briefer. Je vous ai démontré tout à l'heure la partialité de Busiris, son incompétence et son mauvais usage du droit et de la rhétorique. Et puisqu'on parle d'experts juridiques, je ne suis pas moi-même un expert en droit des peuples, mais j'ai entendu parler d'un certain Hugo Grotius. Voilà. La faculté première d'un expert dans une matière, c'est de pouvoir restituer la matière en la vulgarisant et en la rendant intelligible à qui écoute. Grotius a été un des premiers à théoriser et à poser vraiment un socle juridique pour le droit international, pour le droit de la guerre aussi notamment. Et vous dites que Busiris est un expert juridique. J'ai montré tout à l'heure que ses arguments étaient creux. Juste à titre de comparaison, Grotius avançait 5 conditions. Si je me rappelle bien, il fallait que la guerre ait au moins une chance de succès. On voit que pour Troie, c'était râpé. Il fallait que la guerre ait une juste cause. Ah oui, il y a une juste cause. Le drapeau a été mal positionné sur le bateau. On passe. Il fallait aussi que la guerre soit déclarée publiquement et prononcée par une personne qui ait la qualité pour le faire. Là, on est d'accord. Et il fallait aussi, par exemple, qu'on subisse
il fallait, pour pouvoir lancer une guerre, invoquer la légitime défense, l'état de nécessité, quelque chose de sérieux que même un expert, même quelqu'un qui n'est pas expert en droit, peut comprendre. Je vous invite donc, cher public et chers membres du jury, à mettre en doute l'expertise de Busiris qu'on nous demande de croire sur parole. Ensuite, vous parlez du devoir pardon, je me suis spoilé. Vous parlez ensuite du droit de mandat, du contrat de mandat, pardon, on va y arriver. C'est très bien que vous en parliez, parce que dans les obligations de la personne qui est mandatée, il y a quelque chose qu'on appelle le devoir d'information. Et le devoir d'information consiste notamment à ne pas omettre des éléments importants qui porteraient préjudice de manière grave, par exemple mourir accessoirement ou voir sa cité se faire anéantir à son client. Vous dites aussi qu'il faut être ouvert, que l'imagination c'est sympa, vous en faites l'apologie. Mais vous comprendrez bien, et vous l'avez déjà compris, cher public et chers membres du jury, qu'on ne condamne pas l'imagination, on ne condamne pas l'interprétation et la faculté du juriste à retourner son raisonnement si besoin. Ce qu'on condamne, c'est l'usage irresponsable qu'on a fait de la rhétorique, du discours et du droit. Ce qu'on condamne, c'est le retournement d'argumentaire à un moment opportun. C'est tout pour moi. Merci beaucoup. Mon cher collègue, vous disiez tantôt que Démocos a donné la mission à Busiris de plaider dans un certain sens. Cependant, je dois vous dire que justement, Busiris était sous mission. Il n'avait d'autre choix en réalité, comme je vous l'ai dit dans mon argumentation, il n'avait d'autre choix que de suivre une pensée. Je vous l'ai dit, Busiris était contraint par Hector. Il n'avait pas d'issue, il n'avait pas d'autre issue possible que de suivre son raisonnement. De plus, vous condamnez Busiris d'avoir raisonné en faveur de la guerre, cependant, alors que celle-ci était acquise. Cependant, pourquoi ne pas donner une chance à cet individu, juriste, expert en droit des peuples, d'atténuer la guerre, bien que celle-ci soit déjà prévue? En effet, on connaît ici l'enjeu, la guerre, et toutes les circonstances qui en découlent. De ce fait, il faut savoir prendre des décisions, à un certain moment, en faveur du peuple. Les situations de crise, on le sait, peuvent nous faire s'éloigner de ce qui... de la guerre, de la norme. Cependant, le but est de protéger la population. Ici, nous allons contre la guerre, qui était alors inévitable. Nous devons donc admirer Busiris d'avoir tenté d'atténuer les conséquences désastreuses qu'aurait pu avoir cette guerre. De plus, vous nous dites pourquoi croire cet homme sur parole, pourquoi croire, que cet homme, Busiris, est un expert en droit des peuples, alors que seul Démocos l'aurait exprimé ainsi. Pourquoi croire Démocos? Qui est-il pour juger? Pourquoi vous croire? Qui êtes-vous pour juger de l'expertise de Busiris? Avez-vous vu ses diplômes? Je ne le crois pas. Vous ne pouvez donc pas juger. Vous ne pouvez donc pas juger. Et voilà, je m'arrête ici.